Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Florent Philippot. Bonjour Florent Philippot. Vous êtes vice-président du Front National, vous êtes député européen, vous êtes au cœur en ce moment d'une actualité très très riche puisque nous sommes à 2 semaines des élections départementales. Le Front National est aujourd'hui, dit-on, le premier parti de France. Manuel Valls s'inquiète avec vigueur de votre possible accession au pouvoir en 2017. Et votre parti est aujourd'hui accusé de fraude par le Parlement européen. Nous avons donc beaucoup de questions à vous poser. C'est avec Laurent Boissieu pour La Croix, avec Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame et avec Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. C'est Laurent Boissieu qui vous pose la première question pour La Croix. Le Front National a réussi une performance, c'est de présenter des candidats dans quasiment tous les cantons pour les élections départementales. Est-ce que ça ne s'est pas fait au détriment de la qualité ? On voit que certains tiennent des propos assez scandaleux sur le plan, sur le fond. Il y a aussi une question de savoir si vous emportez des départements, est-ce que vous serez en capacité ensuite de les administrer. Voilà. Est-ce que la quantité ne s'est pas faite au détriment de la qualité ? Florian Philippot. Oui, on a eu la même question, j'ai répondu déjà, je ne sais pas, 15 ou 20 fois lors des élections municipales. On me disait, vous avez peut-être fait trop de listes au détriment de la qualité, etc. Il se trouve que nous avons eu 1600 élus et 11 villes, et qu'aujourd'hui une enquête sort qui montre que sur tous les plans, gestion de la finance publique, taux de satisfaction, souhait de réélection des maires, etc., nos villes sont bien mieux perçues que les villes équivalentes non Front National de même taille. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème de qualité. Les habitants des villes Front National plébiscitent leurs maires et leur équipe municipale. Et je crois que c'est tout à fait révélateur. Alors là, sur ces élections départementales, j'ai bien compris que le PS, surtout le gouvernement, l'UMP, certains observateurs, voulaient faire campagne uniquement sur cela. Aller chercher quelques propos sur Facebook ou Twitter, parfois 5 ans en arrière, comme si on n'avait pas le droit de changer. Hein. Ça pose comme un problème de fond. C'est une réalité. Oui, des propos uniquement sur le Front National, travail qu'on ne fait pas pour les candidats du PS et de l'UMP. Nous, on l'a fait un petit peu, c'est pas glorieux. Vous faites le ménage ? Oui, mais ça concerne, si vous voulez, les propos qui ont été révélés concernent une infime minorité des candidates et des candidats du Front National, 0,1%. Il y a 99,90% des candidates et des candidats du Front National, c'est-à-dire 7648 dans cette élection, nous sommes le parti le plus représenté de France, qui sont impeccables, qui font une campagne de fond sur le terrain, sur le département, sur les compétences de solidarité du département, dont on ne parle pas assez vis-à-vis de nos personnes handicapées, nos personnes âgées, la petite enfance, et j'aimerais qu'on en parle, et j'ai bien compris, voilà. Alors qu'est-ce que ça cache d'autre, peut-être ? Outre la volonté de ne pas parler du fond, du bilan et du programme politique, bien sûr. On va en parler naturellement. Peut-être un mépris social. Et je pense que de la part du Parti Socialiste, c'est un mépris de classe. C'est du racisme social. Je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Cambadélis, quand il parle des candidats du Front National, en les traitant de poubelles. Quand Mme Taubira dit le Front National parasite la vie politique. Donc nos candidats seraient des parasites. Bon. Ce sont des termes injurieux, qui ne sont absolument pas dignes de ceux qui les tiennent, qui sont des responsables politiques. Mais quand on regarde les candidats du Parti Socialiste, il se trouve qu'il y a 0 ouvrier, pas un seul, pas un ouvrier dans l'ensemble de leurs candidats sur toute la France, alors que nous sommes le parti qui présente la plus forte proportion d'ouvriers, d'artisans commerçants, d'employés et le plus grand nombre d'étudiants, le peuple de France. Et bien, je me dis qu'en fait, derrière cela, un mépris de classe. C'est un peu une autre question que celle des propos scandaleux qui ont été tenus peut-être par une minorité, en effet, si on regarde très faible minorité. Mais attendez, on se peut parler à ce moment-là des candidats UMP condamnés pour avoir fait brûler des caravanes. Un candidat UMP qui a été investi là, qui a été condamné pour avoir détourné de l'argent d'associations de personnes handicapées en première instance. Et la question qu'on se pose pour les électeurs, c'est est-ce que vous confirmez que ces candidats qui ont dérapé seront sanctionnés. Ils ne seront plus membres du FN au lendemain des départementales. Bien sûr. Ils passeront, nous respectons les statuts, il y a une commission de discipline, ils passeront en commission de discipline et ils seront évidemment sanctionnés. Mais c'est toute la différence d'ailleurs entre le Front National et les autres mouvements, parce que moi je peux vous citer aussi des dérapages racistes au Parti Socialiste de gens qui n'ont pas été sanctionnés. À Vaux-en-Velin, quand un adjoint au maire a eu un propos, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, antisémite, qui avait été révélé par la presse d'ailleurs, que lui est-il arrivé ? Il a été promu dans sa mairie socialiste. Vous voyez D'accord, donc vous dites aux autres de faire le ménage. Non, mais quand l'ancien maire de Montbéliard, M. Elias, traite son adversaire le soir de la victoire de saloperie turque. 4 cas. Oui, bon, on a mis, c'est pas exhaustif, je vous le dis tout de suite, parce qu'on n'a pas mis les dizaines et les dizaines de condamnés pour corruption, etc., qui sont toujours au Parti Socialiste. Toutes les affaires... Donc vous appelez à un ménage généralisé
qu'il fasse le ménage, voilà. Et qu'il parle de fond aussi, parce que je crois que ce qui agace les Français, c'est qu'on ne parle pas du tout de fond dans cette élection départementale. On va en parler. On va rester un petit peu sur ce terrain et on passera à autre chose. On a appris cette semaine que certains assistants parlementaires du Front National au Parlement de Strasbourg seraient accusés de fraude. Ça vous inspire quoi ? Vous allez faire le ménage là aussi ? Non, nous n'avons strictement rien à nous reprocher. Nous sommes parfaitement dans les règles. Vous voyez, le nom, par exemple, de mon assistante accréditée a été balancé dans la presse par M. Schulz, sans qu'elle-même n'ait reçu le moindre mail avant, ni le moindre coup de téléphone, au mépris de toutes les règles du droit du travail d'ailleurs, et toutes les règles même humaines, tout simplement, de courtoisie. Son nom a été balancé alors que mon assistante accréditée vit à Bruxelles, elle travaille à Bruxelles, ou à Strasbourg quand nous sommes en session à Strasbourg, et elle fait parfaitement son travail. Pourtant, elle a été diffamée, mais nos assistants porteront plainte. Mais vous savez, nous sommes à 8 jours des élections départementales. Monsieur Schulz, c'est le président du Parlement européen, mais c'est un député socialiste, tout simplement, allemand. Ça n'est rien d'autre qu'un député socialiste allemand du Parlement européen qui a été sollicité par son copain Manuel Valls, qui est dans une espèce de croisade hystérique contre le Front National. Mais évidemment, nous sommes à 8 jours des départementales, personne ne sera dupe. Mais alors à ce moment-là, ils veulent jouer à ce jeu, nous nous sommes amusés, nous avons regardé par exemple l'assistant accrédité de M. Schulz. Que avons-nous découvert ? Que cet assistant accrédité n'était pas basé, comme il se devrait, à Bruxelles, à Luxembourg ou à Strasbourg, selon les règles du Parlement européen, mais qu'il travaillait pour le tour opérateur du SPD, dans la région allemande d'élection de M. Schulz. Il faut donc, et nous avons fait partir un communiqué ce matin, il faut donc que M. Schulz saisisse l'OLAF contre son propre cas et son propre assistant accrédité. C'est bien de donner des leçons aux autres, mais c'est l'arroseur arrosé. Il y a un peu de questions, parce qu'en effet, si on regarde tous les noms sur les 24 assistants parlementaires FN qui ont été pointés, certains sont simplement membres de l'organigramme, et dans d'autres partis, il y a des membres de l'organigramme qui sont aussi assistants parlementaires. Mais il y a tout de même quelques cas qui semblent poser problème en termes de localisation et en termes notamment pour des assistants parlementaires d'élus du FN du Sud-Est. Est-ce que vous nous dites qu'il y a peut-être des choses à vérifier ou que tout est clean chez tout l'ensemble, les 24 assistants parlementaires ont été pointés du doigt? Tout est clair, les règles sont respectées. Et si on fait une vérification générale, on le fera pour les 732 députés du Parlement européen. Et on verra si chacun doit se remettre dans les clous parce qu'il ne serait pas respecté totalement. Tout le monde se remettra dans les clous. Mais nous avons fait les choses sérieusement. Et évidemment, personne ne sera dupe. Nous sommes à 8 jours des élections départementales. Que Manuel Valls a dit que tous les moyens étaient bons contre le Front National, qu'on avait même le droit de stigmatiser les électeurs du Front National, ce qui est quand même très grave de la part d'un Premier ministre en démocratie, ce qui prouve qu'il n'est plus dans un état d'esprit démocratique ni républicain. Et donc tous les coups sont bons. Donc, dont aller solliciter son copain socialiste Schulz pour qu'il lance sans aucune preuve, non pas une procédure, parce que l'OLAF a juste été saisi, mais il n'y a même pas d'enquête. Il n'y a rien pour l'instant. Strictement rien. Mais nous lui disons, il faut donc saisir l'OLAF contre votre propre assistant accrédité, parce que pour le coup, il ne semble pas être dans les clous. Et pour l'ensemble des députés. Romain Mazneau, RCF. Pour revenir au départemental, sur le fond, on sait que les prérogatives du département, c'est d'abord l'action sociale, l'attribution du RSA, les allocations pour les personnes handicapées, etc. Quelle sera la politique d'un conseiller départemental Front National ? Florian Philippot. C'est une vraie question. D'abord, effectivement, le budget social, c'est en moyenne un peu plus de 50% du budget des départements aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il faut poser la question de l'existence même du département. Parce que si, comme on le présuppose, demain, le département est vidé de sa substance ou même disparaît, au profit des intercommunalités d'une part et des très grosses régions fusionnées selon la volonté de l'Union européenne et appliquées par le PS, voulues par l'UMP aussi d'autre part, eh bien on peut s'inquiéter pour l'action sociale du département, l'action de solidarité du département, parce que quand ce sera transféré à une autre autorité, qu'adviendra-t-il de cette action sociale ? Moi, je suis très inquiet dans le cadre de la politique d'austérité actuelle et je pense qu'on risque un énorme problème, une grosse désorganisation et un affaiblissement de cette politique de solidarité. Alors nous misons évidemment sur cette politique sociale en disant, d'une part, on ne traite pas convenablement nos personnes âgées. On doit la solidarité vis-à-vis de nos anciens. C'est une valeur dans nos familles, la solidarité vis-à-vis des anciens. Ça doit aussi être une valeur dans la collectivité publique. Et nous visons la revalorisation de l'APA. Mais vous savez que l'APA explose déjà dans les départements, que c'est une charge très très lourde. Oui, c'est une charge lourde, mais il y a des sources d'économies à faire, bien évidemment. Des impôts ou pour financer sans augmentation des impôts. On a même la volonté de les stabiliser puis de les baisser au cours du mandat. Mais il y a des gabegies incroyables dans certains départements. Quand vous avez des services qui sont externalisés et qu'on se rend compte que ça coûte plus cher, qu'on ferait mieux de les réinternaliser, qu'on pourrait économiser des centaines de milliers ou des millions d'euros par an. Quand on voit que les dépenses de communication, quand on voit la gestion des effectifs qui n'a pas été maîtrisée dans la fonction publique territoriale, notamment dans les grosses collectivités que sont les intercommunalités, les départements et les régions. Vous ne recruterez pas.
Non, on ne pourra pas augmenter les effectifs. Il faudra les stabiliser, voire les baisser par les départs en retraite quand on pourra le faire, parce que là, il y a des vraies sources d'économie à faire. Et puis la fraude au RSA, qui est une des premières fraudes en France, d'après tous les rapports. Fraude les fraudeurs, je ne peux pas vous dire plus que cela. Les profiteurs, les fraudeurs. Le RSA profite et doit profiter à ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui le méritent. Mais la fraude, c'est toujours un vol. Quand on fraude, on vole à ceux qui en ont besoin. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les fraudes à la domiciliation. Pourquoi est-ce que seulement, parce que tout le monde le dit, qu'ils veulent lutter contre la fraude. Alors, qu'est-ce que vous feriez de plus et pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, on ne lutte pas vraiment contre la fraude? Je ne l'ai pas vu d'ailleurs vous dites tout le monde le dit, mais je ne l'ai pas vu dans les programmes politiques de nos adversaires aujourd'hui. Nous avons, depuis l'élection présidentielle, cette volonté même de créer un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude pour, si vous voulez, consolider la lutte contre la fraude en général, sociale et fiscale, sans donner les moyens, parce que c'est vraiment une plaie dans la société française, cette fraude qui, encore une fois, est un vol pour ceux qui en ont vraiment besoin. Or, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont vraiment besoin de solidarité et d'aide. Eh bien, si on ne lutte pas parfois contre la fraude, c'est pour acheter la paix sociale. Parce qu'il est certain qu'on est plus tranquille quand on laisse prospérer des choses qui sont dans le gris ou dans le noir, voilà, en dehors tout à fait de la légalité et même de la convenance. Mais cette lutte contre la fraude sera menée. On parle des personnes âgées, c'est aussi le soulager les familles vis-à-vis de la dépendance. Parce qu'on sait que ça coûte cher quand on a une personne âgée dépendante, quand il faut la mettre en établissement spécialisé. Et il faut aussi veiller à ce qu'elle puisse rester à domicile le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on a des instruments modernes, la domotique, l'aide personnalisée. Bon, tout cela, il faut miser sur ces nouvelles technologies. On peut faire beaucoup mieux. Et puis, ce sont les personnes handicapées. Moi, je suis désolé, les oubliés suprêmes du système, ce sont aujourd'hui nos personnes handicapées dont plus personne ne parle. Or, elles méritent beaucoup mieux. Et on sait qu'il y a une action par les maisons départementales du handicap à faire dans les départements, les remettre au cœur de la politique publique. Alain Baron, Radio Vous vous Notre-Dame. présentez aux élections, tout le monde s'attend à ce que vous ayez un certain nombre d'élus. C'est quoi votre objectif en termes de départements? C'est de prendre quelques départements, une dizaine, moins? Florian Philippot. Attendez, aujourd'hui, l'Assemblée départementale, c'est l'Assemblée où nous sommes le moins présents. Oui. Voilà. Et nous avons Donc vous partez de peu. deux élus sur des milliers. Donc vous avez une forte marge de Ah progression. oui, la marche est haute, on va dire. Ouais. Donc, je veux dire, si on a un ou deux départements ou plusieurs, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je veux dire, l'objectif raisonnable d'abord, c'est d'avoir un maximum d'élus conseillers départementaux. On en aura beaucoup plus qu'actuellement, ce qui nous permettra déjà de peser, même dans l'opposition, de faire entendre une voix différente, patriote, soucieuse de ces problématiques-là et d'autres dans les assemblées départementales, de sauver le département. Encore une fois, nous, on s'engage à sauver le département. Nous, on est vraiment sur le triptyque la commune, le département, l'État-nation. Et la région, parce qu'il y a des régionales à la fin de l'année. Alors, Vous monsieur se premieriez à la région, parce qu'après, à la fin de l'année, vous allez dire, la région, on va la défendre. Non, la région, vous... Non, c'est pour ça d'ailleurs que les élections départementales, pour nous, sont très très importantes. Plus importante que les régionales. Presque, en termes de fond, oui. Parce que nous sommes plus attachés au département qu'à la région. La région, pour nous, doit... Pas la grosse région, déjà, nous sommes très opposés aux grosses régions, mais la région ne devrait être qu'une instance de coordination entre les départements, voilà. Peut-être même pas une collectivité territoriale, tout simplement un établissement public, avec, ou si c'est une collectivité, simplement une réunion des élus départementaux régulière, pas d'élus propres, pas ou très peu de compétences propres, et le stratégique doit revenir à l'État et la proximité doit revenir aux départements et aux communes. Et par ailleurs, on doit supprimer toutes les structures para-administratives dans les régions, comme les conseils économiques et sociaux régionaux, par exemple, qui ne servent objectivement, je suis désolé, à rien, et qui sont très coûteux, en revanche, pour les finances publiques. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. Sur le plan économique, quand vous prenez le retour à la retraite à 60 ans pour tous, la hausse des petits salaires, certaines nationalisations, vous assumez le fait d'être plus à gauche que le Parti socialiste? Florian Philippot. On est plus sociaux que le Parti socialiste, ça c'est une évidence. Le Parti socialiste n'a absolument plus rien de social. C'est un parti qui jette nos travailleurs, nos retraités, mais aussi nos créateurs d'entreprises et les plus vulnérables de la société sur le grand marché mondialisé, de la concurrence sauvage. Puis c'est à chacun se débrouille. Voilà, chacun se débrouille. Et c'est qui s'en sortira selon des moyens qui ne sont pas ceux dignes d'une politique de solidarité ou d'aide à ceux qui veulent s'en sortir, à ceux qui veulent travailler. Effectivement, sur la retraite, nous avons toujours dit qu'avant de demander des efforts qui ne servent pas à grand-chose aux Français, parce qu'on est passé à 61, à 62 ans, on parle de 63 ans, puis on parlera, c'est évident, de 65, 67 ans. Ça, c'est pas inéluctable pour vous? Non, ça n'est pas inéluctable, parce que déjà, c'est fondé sur un faux constat. L'espérance de vie, oui, elle a augmenté de 15 ans en 50 ans, sauf que l'espérance de vie après 60 ans n'a augmenté que de 6 ans, parce que ce qui a beaucoup baissé, c'est la mortalité infantile. Voilà. Donc je veux dire, l'espérance de vie qui finance vraiment
les retraites n'a pas augmenté de 15 ans. Donc le système n'est pas en danger pour vous, c'est ça que vous dites? Non, nous disons, Oui. si le système est en danger, mais avant de demander des efforts qui de toute façon sont sans fin aux Français, il faut d'abord faire les économies qui ne sont pas faites aujourd'hui. On parlait de la fraude tout à l'heure, ce sont des dizaines de milliards d'euros par an. On peut parler aussi du coût de l'immigration qui est massif. On peut parler du coût notamment de ce qui finance l'immigration clandestine, comme l'aide médicale d'État, quasiment 1 milliard d'euros par an maintenant, réservé aux clandestins. On peut parler des gabegies de la décentralisation. On peut parler des gabegies de la politique de la ville, 4 milliards par an, dont l'efficacité pourtant n'est absolument pas démontrée, au contraire, et c'est dit dans tous les rapports de la Cour des comptes depuis des années. On peut parler du coût de l'Union européenne. Chaque année, on donne quand même 21 milliards à l'Europe, à l'Union européenne. On en récupère 13. Ça permet de payer les assistants parlementaires aussi. Non, mais c'est notre argent. Oui. 21 milliards d'euros, on en récupère 13, donc on en perd 8 par an. C'est considérable, 8 milliards par an. C'est plus que le déficit des retraites. Vous voyez, dont la PAC, quand je dis on récupère 13 milliards par an, il y a l'argent de la PAC pour nos agriculteurs. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut renationaliser d'ailleurs la PAC. Ce sera plus efficace, plus juste, et on pourra même donner plus. Voilà, ça, ce sont des sources d'économie. Et avant de jeter les Français dans l'austérité sans fin, et de leur demander toujours plus, alors qu'on ne voit pas le bout du tunnel, parce qu'on voit bien que la réforme des retraites après réforme, on a commencé en 1993, eh bien, on n'arrive jamais à combler le déficit, parce que c'est sans fin, c'est une gestion de la pénurie, c'est donc marcher sur la tête. Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Florian Philippot. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Vous restez avec nous, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Florian Philippot, député européen, vice-président du Front National. Florian Philippot est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. D'après plusieurs sondages, il y a une part non négligeable des électeurs UMP qui souhaiteraient une alliance avec vous, avec le Front National. Est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable à terme ? Florian Philippot. Non, une alliance avec l'UMP n'est pas envisageable parce que nous sommes en désaccord complet avec l'UMP, qui elle est en accord complet avec le Parti socialiste. Avec une partie de l'UMP, si l'UMP explose comme vous le souhaitez. Si demain le paysage se reconfigure totalement et que vous ceux qui sont attachés à la nation, à l'UMP, qui ont un héritage gaulliste ou qui sont souverainistes ou qui veulent remettre un peu plus d'ordre en France, par exemple, quittent l'UMP, oui, on pourra imaginer d'autres choses. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, les choses sont telles quelles. L'UMP a un projet, un programme, enfin à peu près. On a vu surtout ce qu'ils avaient fait au pouvoir, puisqu'on sort de 10 ans de pouvoir UMP. C'est une politique qui ne croit pas en la nation, puisqu'on transfère la souveraineté nationale à des instances non élues. C'est une politique qui ne veut pas de frontières, ni économiques, ni financières, ni migratoires pour la France. C'est une politique économique et sociale très très semblable à celle du PS. La preuve, la loi Macron, qui est une redite de tout ce que voulait la Commission européenne, était totalement acceptée par l'UMP quand il parlait réellement et non pas dans une posture politicienne. Et donc c'est vous la même attendez que ces électeurs-là... politique européenne, par exemple, oui. Non, mais par contre, les électeurs, bien sûr. Nous, je veux dire, sur le terrain, on tend la main à tout le monde, à tous les patriotes, de droite et de gauche d'ailleurs. Et il y en a beaucoup qui viennent là dans ces élections départementales. On a plusieurs dizaines de candidats qui, il y a moins de 2 ans, étaient dans un autre mouvement. Alors, beaucoup de l'UMP, il y en a aussi du PS, du MoDem, de chez Dupont-Aignan. Il y en a qui étaient aux identitaires avant, quelques-uns. Ben oui, on a le droit de changer aussi. Hein, et voilà. Et il y en a même qui étaient au NPA, qui étaient à Lutte ouvrière. Bon, Lutte ouvrière, vous oui, avez... on en a une qui était à Lutte ouvrière. Mais je veux dire, tant mieux. Moi, quand les gens évoluent, qui changent et qui rejoignent un projet patriote de redressement national, on les pense de bonne foi et on a raison de leur faire confiance, je crois. Laurent de Boissieu, La Croix. C'est le rassemblement des Français. Il n'y aura pas d'alliance pour ces élections départementales, mais il y a un tour, 2 tours, et un 3e tour qui est l'élection du président du conseil départemental. Est-ce que vous dites là aussi UMPS, ou est-ce que s'il y a une majorité relative pour l'UMP ou le PS et que vous faites la bascule entre les deux, ce qui se configurerait dans certains départements, est-ce que là vous dites UMPS, ou est-ce que vous avez une préférence pour l'UMP ou pour le PS dans ces cas-là ? On n'aura pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, mais on prendra nos responsabilités. On s'est fait élire sur un programme. Nous sommes en train de diffuser un 8 pages qui est très clair sur notre programme départemental. Et nous reprendrons les points principaux, pas tout, parce qu'on n'aura pas la majorité, donc on est dans le réel. On prendra quelques points principaux de ce programme sur la fiscalité, la solidarité, la sécurité dans les collèges, la lutte contre le communautarisme, notamment vis-à-vis de la petite enfance aussi, ça fait partie des politiques départementales, la survie du département. Et puis on proposera un texte, une charte à tous les élus,
en face à nous, et nous apporterons nos voix à ceux qui signeront sera du physiquement cas par cas. cette charte. Dès le lendemain du deuxième tour. Oui, Donc, tout il y de aura un suite, bien document sûr, écrit. puisqu'il faudra aller vite, ça va vite, D'accord. l'élection des présidents et des instances dirigeantes des exécutifs départementaux. Et s'ils ne veulent pas, ils feront une majorité UMPS pour s'en sortir. Ils démontreront une nouvelle fois qu'ils sont d'accord en tout point. S'ils veulent, tant mieux, on aura fait progresser nos Donc, idées ça au sera niveau une charte. local, on aura été utile et constructif au Ça niveau sera une local. charte à signer. Donc vous... Oui, à signer, oui, il ne s'agit pas de dire son accord Donc, au détour d'un les décisions couloir seront publiques. oralement. Il Donc, faut ça la sera signer, public. ce sera publié. Ça sera Et vous publié. demandez d'être présent de l'exécutif Alors, monsieur. départemental dans ces cas-là? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah, bien sûr, si on est élu et qu'on a on représentera une part quand même non négligeable de la majorité, à ce moment-là, on devrait être présent. Alain Baron, Radio Vous dites que Notre-Dame. Manuel Valls vous stigmatise. Mais Ah finalement, non, il le dit lui-même. Oui, il le dit lui-même, Je le dis pas. vous venez de le rappeler. Et finalement, est-ce que c'est pas pain béni pour vous, puisque vous êtes au centre du débat, au centre du jeu politique finalement? Il fait votre publicité. Florian Philippot. Ah, vous dites qu'on devrait donc peut-être le mettre sur les comptes de campagne comme directeur de campagne. Remercier Manuel Valls de la publicité. Manuel qu'il fait. Valls, je vais vous dire, il me fait pitié en ce moment. Je suis désolé de le dire, il me fait pitié maintenant. Parce qu'un Premier ministre de la France, chef de gouvernement, qui n'est plus capable de parler des problèmes des Français, enfin, je l'ai écouté dimanche sur une autre chaîne, il faisait une grande émission, 50 minutes. Et il a décidé lui-même, parce qu'au bout d'un moment, les journalistes voulaient passer à autre chose. Et c'est lui-même qui ramenait à chaque fois le sujet. Pendant 35 minutes sur 50, il a décidé de parler de politique aérie, de boutique électorale, du Front National, de son angoisse du Front National, son angoisse de perdre son siège, son poste, parce que c'est cela la réalité. Donc déjà, je trouve ça assommant, dans un pays qui compte 5,5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, tant de défis pour nos anciens, tant de problèmes de sécurité, d'immigration, d'islamisme, de communautarisme. Je trouve ça incroyable et extrêmement irrespectueux des Français. Vous ne méritez Deuxièmement, sur la forme, je veux dire, est-il dans son état normal? Que lui arrive-t-il? Manuel Valls devient inquiétant. Enfin, nous l'avons dit déjà il y a quelque temps. Depuis longtemps, Manuel Valls est un personnage inquiétant, qui fait peu de cas des libertés publiques, qui a dit sa haine des libertés sur Internet. Et là, sa manière de parler, toujours en vociférant, en suant de haine, en s'énervant, comme il l'a fait face à Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée nationale, de manière oui. complètement délirante, la main qui tremblait de haine et d'énervement, on peut le retrouver sur Internet. Est-il dans son état normal? Que Et lui vous arrive-t-il? dites ça sur le plan médical, sur le. Faut aller Je ne sais pas ce jusqu'au qui lui bout arrive. Il devient inquiétant pour beaucoup de Français et je crois qu'il ferait bien de se ressaisir. Voilà. Ou alors de prendre quelques jours de vacances. Non, mais c'est vrai, C'est pas le moment, ça peut arriver, on peut faire un burn-out. C'est pas le moment. On peut faire un burn-out, il doit prendre quelques jours de vacances. Ou alors, le mieux serait probablement qu'il s'en aille parce qu'il n'est peut-être pas au niveau. C'est pas ce qu'on attend d'un chef de gouvernement. Imaginez les pays étrangers qui regardent ce spectacle. Comment voulez-vous qu'il ait la moindre légitimité sur la scène internationale ensuite? Peut-être qu'il a atteint son seuil d'incompétence et qu'il doit partir. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer cette situation. Bon. Nicolas Sarkozy également parle aussi monsieur. beaucoup du Front National. Il emploie la formule FNPS, qui est une réponse à l'UMPS. Qu'est-ce que ça vous inspire, FNPS? Est-ce que ce n'est pas aussi une réalité ou est-ce que finalement c'est quelque chose que vous trouvez déconnecté de toute réalité électorale ou politique? Ça a fait Florian pchit. Philippot. Ça a fait pchit, tellement c'est grotesque, tellement on voit bien que le PS a désigné l'adversaire, c'est le Front National. Tellement l'UMP, systématiquement, dans les partiels, fait voter PS. Peut-être pas officiellement, mais les grandes voix qui s'expriment, les seules qui s'expriment, Juppé, NKM, la numéro 2 de son parti, Sarkozy lui-même qui avait dit liberté mais pas FN. Bon, donc l'UMP fait voter PS face au Front National. Donc c'est tellement grossier, c'est tellement en dehors de toute réalité que ça a fait pchit, ce qui prouve que Nicolas Sarkozy est revenu éreinté. Son retour est raté parce qu'il est éreinté dans ses idées, il n'a plus d'idées, il manque d'imagination, il manque de renouveau, donc il recycle ses promesses, les promesses qu'il n'a pas tenues mais qu'il fait depuis 2002 pour certaines d'entre elles, comme sur Schengen par exemple. Et il essaie de nous copier sur l'UMPS, sauf que l'UMPS, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité politique, sur le fond des politiques et sur les alliances objectives de second tour face au Front National, alors que FNPS, c'est juste grotesque et que donc ça ne pouvait pas prendre parce que c'était déconnecté de toute réalité. Romain Mazno, RCF. Oui, sur un tout autre sujet, à propos de la proposition de loi Claes-Leonetti sur la fin de vie, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que ça garantit un certain équilibre et une évolution en douceur de la loi Leonetti de 2005, ou est-ce que ça ouvre une porte sur l'euthanasie? Florian Philippot. Oui, je me réjouis que pour l'instant ce projet ne soit pas passé à l'Assemblée nationale. Nous sommes, nous, favorables à l'équilibre qu'avait trouvé la première loi Leonetti de 2005, justement. Et nous ne voulons pas aller plus loin.
Nous ne voulons pas aller plus loin et nous estimons qu'il faut en rester à cette loi Leonetti de 2005 qui nous paraissait équilibrée. Donc il ne faut pas autoriser la sédation, c'est ça? Non, et en même temps, moi je me fais ici du rejet de l'assistance médicalisée active à mourir. Pour l'instant, en tout cas ça a été rejeté pour l'instant. Et en même temps, là où il faudrait mettre le paquet, c'est sur l'amélioration des soins palliatifs en France. Parce qu'on est très très en retard sur les soins palliatifs par rapport à d'autres pays, notamment au nord de l'Europe, qui sont quand même beaucoup plus modernes et avancés que nous. Alors c'est très important les soins palliatifs, et je crois qu'on devrait mettre davantage d'accent sur cela. Et pour le reste, rester dans le cadre qui nous paraît équilibré de la loi Leonetti de 2005, ne pas aller plus loin. Alain Baron, RCF. Oui, ce sont des thèmes qui sont chers aux catholiques, la fin de vie. Et pour revenir quand même sur les élections, est-ce que vous pouvez avoir une idée du poids du vote catholique ou chrétien au sein de vos électeurs? Florian Philippot. Vous savez, on a tellement un logiciel qui n'est pas communautariste. C'est impossible à savoir, parce que vous disiez que vous aviez des... Mais nous, on s'adresse aux Français, vous ne le souhaitez pas, oui, c'est ça. Après, les Français, dans leur vie privée, sont catholiques, juifs, musulmans, protestants, orthodoxes, athées. Il y en a aussi beaucoup. C'est leur liberté la plus complète. Bien sûr. Nous savons que la France a un héritage chrétien qui est millénaire, bien évidemment, et nous en sommes fiers. La France doit être fière de son histoire. Bien évidemment, nous sommes en même temps dans un état d'esprit républicain, laïque et anti-communautariste. Donc nous ne séparerons jamais les Français selon tel ou tel critère, notamment la religion. Laurent de Boissieu-Lacroix. Sur la laïcité, justement, il y a des débats actuellement internes à l'UMP et au PS. Il y a deux questions essentielles. Est-ce qu'il faut étendre à l'université l'interdiction du voile pour les élèves et aux étudiants? Et est-ce qu'il faut étendre la neutralité aux établissements de petite enfance? Voilà. Est-ce que là-dessus, vous êtes encore... Florian Philippot. Oui, et on ne le dit pas simplement à 8 jours des élections, c'est une position constante du Front National. D'ailleurs, sur les crèches, c'est dans le programme départemental. Puisque les crèches, ça fait partie notamment des compétences départementales pour certaines d'entre elles. Et l'université, notre collectif d'étudiants Marianne a proposé depuis bien longtemps l'interdiction des signes religieux ostensibles, dont le voile, à l'université. Le Front National l'a mis aussi dans son programme, donc nous sommes clairs et nets là-dessus. Je vois que ce n'est pas clair du tout à l'UMP et au PS, je le regrette. Je vois aussi des propositions, vous dites le débat sur la laïcité, je vois des propositions extrêmement inquiétantes dans les deux camps. Quand je vois l'UMP et le PS qui rivalisent de vouloir aménager la loi 1905 au profit évidemment du financement de l'islam, parce que c'est cela la question qui se pose derrière, je suis inquiet. La laïcité, la loi 1905 ne doit pas être aménagée, elle doit être simplement respectée, alors qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, qu'elle est détournée dans beaucoup de municipalités où on finance du cultuel, sous prétexte de culturel par exemple, dans des municipalités UMP et PS. Donc vous êtes favorable à une laïcité très stricte, y compris à l'université, y compris dans les crèches? Mais bien sûr, aujourd'hui, si vous voulez, nous avons un communautarisme qui avance, nous avons un islamisme qui avance, et il faut que la République française soit ferme dans ses valeurs, que c'est à elle maintenant d'être revendicative, ce qui ne veut pas dire nier du tout l'exercice des religions. Je pense qu'au contraire, ça redonne de la liberté dans l'exercice des religions, parce que quand on est sous la coupe d'extrémistes ou de fondamentalistes, on n'est même plus libre de pratiquer soi-même sa religion comme on l'entend, vous voyez. Donc je pense que c'est même de redonner de la liberté de culte que d'appliquer cette laïcité intelligente. Mais j'ai vu d'autres propositions encore plus inquiétantes. Quand je vois des propositions au Parti socialiste de financer des écoles confessionnelles musulmanes, spécifiquement musulmanes. Vous avez vu ça dans le programme du Parti socialiste? Dans un groupe de travail, ça vient de sortir, un communiqué du PS. Qui fait débat en interne, au sein du PS, ça fait du bruit. Bon, voilà. C'est quand même, là pour le coup, on est totalement en dehors de toutes les règles, même de toutes les valeurs de la République ou même de la France. Et puis, ce député socialiste, M. Doucet, qui a remis 24 propositions à Manuel Valls il y a quelques jours, je cite la numéro 20, multiplié par 3 en 5 ans le nombre de policiers issus de l'immigration. Ça veut dire quoi? Mais plus de policiers, vous appréciez, non? Non, Philippot. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Oui. Multiplié par 3 le nombre de policiers issus de l'immigration en interne, à l'intérieur des policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que pour être policier en France, il faut obligatoirement être français. Donc il va faire une séparation entre les Français issus de l'immigration et les autres, pour le savoir, pour pouvoir compter. C'est ce qu'une partie du FN fait en parlant de Français de souche. C'est exactement, pas tout le FN, peut-être pas vous, mais une partie de votre parti le fait. Mais que si vous avez des militants qui le disent, ils le disent, comme le président de la République d'ailleurs le dit aussi. Marie-Marchal Le Pen, votre député, le dit. Oui, là on est dans un document officiel d'un député socialiste. Vous ne trouverez pas ça dans les documents officiels du Front National, dans les prises de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Séparer les Français. Si vous n'êtes pas issu de l'immigration, vous serez discriminé.
forcément, puisqu'on doit multiplier le nombre d'embauches à côté. Si vous êtes issu de l'immigration, vous serez favorisé, ça s'appelle la discrimination positive. C'est donc l'inverse de la méritocratie, c'est donc séparer les Français en fonction de leurs origines, et c'est l'inverse des valeurs républicaines. C'est vraiment jackpot complet, anti-républicain pour ce député socialiste. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. François Hollande veut étendre le service civique. Il parle de 170 000 jeunes en service civique à la fin de son mandat. Marine Le Pen, elle parle d'un service militaire obligatoire pour tous les jeunes Français de 18 ans. Vous avez chiffré ça coûterait combien à peu près ? Florian Philippot. Alors, chiffré, ça dépend de la durée du service. On a parlé pour l'instant d'un trimestre, par exemple. Ce serait pour tout le monde, effectivement, Français, filles et garçons. Oui, nous avons un groupe d'experts qui a chiffré. Je serais malheureusement incapable de vous donner le chiffre ici. On peut le retrouver sur le site internet du Front National. C'est quelques centaines de millions d'euros. C'est une proposition réelle et sérieuse. Oui, bien sûr. Ça a été. Nous avons notre programme militaire est sous la coupe d'un amiral, l'amiral Vaquet, chez nous, qui connaît très bien ces questions. Nous avons d'autres personnes qui travaillent qui sont issues du milieu de la défense, notamment, qui travaillent sur ces questions-là depuis longtemps. Donc nous connaissons bien le sujet. Oui, ça nous semble important, ce service militaire, mais ça ne peut aller qu'en parallèle d'une politique de redressement des moyens de l'armée, bien sûr. Parce qu'il faut retrouver des lieux, des casernes, des endroits, des personnels, des effectifs, des soldats pour gérer et encadrer ce service militaire, bien évidemment. Ça pourrait d'ailleurs être un service militaire ou un service au sein de la sécurité civile, par exemple. On peut imaginer plusieurs formules, mais ça nous semble important. Il y a des valeurs qui ont été perdues, qu'on n'a jamais retrouvées avec la disparition de ce service militaire. Le respect du drapeau, de la nation, la discipline, apprendre à se gérer soi-même, parce que parfois, on a des jeunes déstructurés qu'il faut remettre complètement dans le droit chemin. Puis ça peut aussi être un moyen de détecter des dérives fondamentalistes chez certains jeunes. On les verrait à ce moment-là. Voilà. Ça aurait beaucoup de vertus. Vous évoquez un trimestre, c'est suffisant pour l'instant, il faut atteindre être réaliste. Avec ce qu'ils ont fait, le saccage qu'ils ont fait à l'UMP et au PS de l'armée française, qui est scandaleux et sur lequel il faudra évidemment revenir. On ne pourra pas faire mieux pour l'instant qu'un trimestre. On n'irait pas plus loin non plus que 6 mois. Je pense qu'on ne souhaite pas non plus le retour à un service militaire de 10 ou 12 mois comme ça existait avant. Mais ça nous semble important et nous portons cette idée en même temps que de remettre le budget militaire à au moins 2% du PIB et de l'inscrire dans la Constitution française. Parce que je rappelle que sous Sarkozy, on a supprimé 54 000 postes dans l'armée française et que François Hollande en rajoute quasiment 30 000 en moins. Ce qui est quand même incroyablement scandaleux quand on voit l'état d'insécurité du monde et même l'état de délabrement de notre armée. Aujourd'hui, on met nos propres soldats dans une insécurité personnelle qui n'est pas digne. On leur doit beaucoup plus à nos soldats. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Florian Philippot, je rappelle que vous êtes donc notre invité pour cette édition de Face aux chrétiens. Nous allons marquer une deuxième pause. Restez avec nous. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame, RCF. Notre invité aujourd'hui, Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Il est interrogé par Laurent Boissieu pour la Croix, Romain Masneau pour RCF, Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, monsieur Philippot, vous avez dit tout à l'heure que le Front National ne faisait pas de communautarisme. Mais vous, personnellement, puisque vous êtes face aux chrétiens, c'est quoi votre rapport à la religion ? Quelle doit être la place de la religion dans la société ? Florian Philippot. Moi, à titre personnel, j'ai ma croyance, ma foi. Voilà, je suis catholique. Bon. Mais ça me regarde moi, je veux dire, c'est une affaire personnelle. Privée. C'est une affaire privée. Et ce qui ne veut pas dire que ça n'imprègne pas ma réflexion, même inconsciemment. Et tant mieux, je veux dire, chacun a son système de valeurs, et d'éducation et de foi. Mais nous sommes en même temps laïcs. Et donc, nous estimons que l'action publique, l'action de l'État, doit respecter les croyances de tout le monde. Et le seul moyen de respecter les croyances de tout le monde et de permettre en même temps la liberté de culte réelle, c'est la laïcité. Laurent Boissieu, la Croix. Transition entre la laïcité et l'international. Les chrétiens d'Orient actuellement sont en situation dramatique dans beaucoup de pays. Est-ce que vous estimez que la France en fait assez ? Qu'elle doit en faire plus, et concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que le Front National propose que la France devrait faire si vous étiez au pouvoir ? Que feriez-vous ? Florian Philippot. Déjà, je pense que les plus hautes autorités de l'État devraient en parler avec beaucoup moins de pudeur. Puisque quand on voit les Coptes égyptiens qui ont été assassinés, et que... Plus de pudeur. Non, ou moins de pudeur ? Non, mais moins de pudeur. On parlait plus explicitement, vous voulez dire ? On parlait plus explicitement, oui, non, mais bien sûr. C'est-à-dire, je veux dire, une espèce de pudeur malsaine. On ne nomme pas les choses. Je veux dire, ce sont des chrétiens qui ont été assassinés en Égypte. Pourquoi on ne l'a pas dit ? Même il y a un communiqué officiel du président de la République qui ne mentionnait pas
cette réalité. Or, ils ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens. Donc ça a un sens, c'est intéressant de le dire. Et je ne comprends pas pourquoi on ne le dit pas. Il faut les accueillir, il faut ouvrir les Je crois que le portes. souhait des chrétiens d'Orient, c'est vrai que c'est un drame ce qui se passe. C'est vraiment absolument dramatique, apocalyptique. Et la politique étrangère de la France, qui a été suiviste, et qui est suiviste par rapport à celle de Washington, a eu un effet totalement désastreux et pervers, je dirais criminel, sur notamment des minorités, notamment les chrétiens d'Orient. Parce que quand on a armé, soutenu, financé la soi-disant rébellion en Syrie, qui était infesté d'islamistes, alors que ce n'est pas notre ami, mais il se trouve que le Bachar el-Assad, qui est le président là-bas légitime aujourd'hui, protège les minorités. Il faut parler avec lui. Oui, il faut parler bien sûr. Il faut parler avec lui, c'est clair. Bien sûr qu'il faut parler Si avec je lui. on est co-responsable en ayant livré des armes à ce qu'on appelle les rebelles syriens. Mais la diplomatie française, qui a été suivie par Washington, oui, est co-responsable, bien sûr, en ayant livré des armes qui se retournent ensuite contre les chrétiens d'Orient, contre nos propres soldats un beau jour, ou un triste jour, et contre les intérêts même de la France. Bon, alors, on a fait la même chose en Libye. Nicolas Sarkozy, avec sa muse Bernard-Henri Lévy, qui est allé mettre un chaos pas possible en Libye. Aujourd'hui, il devrait au moins s'excuser devant les Français et devant les Libyens. Il faut y aller en Libye, militairement. Donc on va aller maintenant retourner, réparer l'intervention qu'on a faite en 2011, que seul le Front National avait critiquée dans la classe politique française. Je rappelle, parce qu'elle était soutenue par le Front de gauche, le PS et l'UMP, cette intervention, y compris le centre d'ailleurs. Bon. Faut-il y retourner ? Aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'on peut pas. Non, je pense pas. Il faut être réaliste. Je vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire on va intervenir dans le monde entier. On n'en a pas les moyens. On nous demande déjà d'intervenir en Afrique, au Moyen-Orient, maintenant en Libye. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Ou alors, il faut donner plus de moyens à l'armée française. Et il faut surtout. Moi, je veux bien qu'on y retourne, mais avant toute chose, que la diplomatie française et les responsables français, présentent des excuses officielles, reconnaissent leur turpitude, leurs erreurs graves. Et 3, se fixe une ligne claire, une bonne fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas nous dire en même temps, comme en ce moment en Syrie, qu'il faut lutter contre l'État islamique et les islamistes, et en même temps contre Bachar el-Assad, alors que lui-même combat l'État islamique. Enfin, c'est complètement schizophrénique. Et pour le coup, est-ce que la Libye, non, mais là, est-ce qu'il faudrait intervenir militairement de façon plus concrète sur le terrain ? Parce qu'on a les avions sont, comment dire, les forces françaises sont en action. J'aimerais, si c'est sous commandement français, pas dans une alliance de l'OTAN où nous ne sommes pas libres de nos actions stratégiques et de nos positionnements, et à condition encore une fois, qu'on clarifie la diplomatie française pour pas qu'on aille dire le contraire un an plus tard, parce que là on a l'air ridicule et on refait des drames, et qu'en même temps on redonne des moyens à l'armée. Il y a quand même beaucoup de conditions. Les députés qui sont allés, français qui sont allés en Syrie, certains ont rencontré Bachar el-Assad, c'était une bonne initiative. Oui, c'était une bonne initiative. Et pourquoi il n'y avait pas de Et qu'ils aient été si maltraités, traités de gugus par Nicolas Sarkozy, menacés de sanctions par le gouvernement, etc. Je trouve ça lamentable, alors que c'est ce que devrait faire le gouvernement français. Essayer de renouer le fil du dialogue avec la Syrie et voir quels intérêts on peut partager contre l'État islamique. Alain Baron, On sort quand même d'un attentat en France où il y a eu 17 Français tués, je veux dire, du fait de l'islamisme. Donc arrêtons de ne rien faire d'abord, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelles mesures ont-ils prises depuis ? Ils ont créé un site internet, stopdjihadisme.gouv.fr. Il y a 10 000 soldats dans les rues, il y a la protection d'un certain nombre de sites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On voit faites. bien qu'on n'a rien fait sur les frontières, rien fait contre le communautarisme, rien fait qui est quand même le vivier de l'islamisme. Il y a des référents laïcité qui vont être recrutés pour, notamment dans les prisons ou dans Ah oui, on veut former les imams, c'est ça. Donc on veut aller encore plus loin dans le communautarisme. Ce ne sont pas des imams pour le coup, ce sont des personnes qui seront là pour essayer de percevoir lorsqu'il y a une personne qui se radicalise. D'accord. Je ne croyais pas. Manifestement, vous n'y croyez pas. C'est minuscule par rapport à ce qu'il faudrait faire. Déjà que la France retrouve des frontières nationales pour maîtriser non seulement les hommes, savoir qui rentre, c'est pas fermer les frontières, c'est simplement en avoir déjà, c'est déjà pas mal, et les maîtriser, et maîtriser aussi les trafics d'armes, de guerre. Et puis, par exemple, nous proposons la déchéance de la nationalité française pour les djihadistes binationaux, dont le nombre a doublé en 1 an, et qui ne cesse d'augmenter, parce que quand on fait ces horreurs, notamment contre des chrétiens d'Orient et d'autres, on n'est pas digne d'être français. Et pour les non-binationaux, là, il y a un problème. Peut-on faire des apatrides ? Non, on ne peut pas. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Mais si le Front National avait été au pouvoir, beaucoup ne seraient pas devenus français. Bon. Du fait de la règle d'automaticité de l'acquisition de la nationalité française, qui est quand même une faute lourde. Si vous accédez au pouvoir, il faut en tout cas augmenter les sanctions, accroître les sanctions, les mettre en prison, je veux dire, de manière définitive, quand ils ont commis les horreurs, en tout cas. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, aux portes de l'Europe, il y a le conflit en Ukraine qui est là tous les jours, dont on parle moins peut-être certains, mais enfin quand même. Est-ce qu'il faut reparler avec Poutine, de même qu'il faut reparler avec Assad ?
Florian Philippot. Oui, il faut parler avec Poutine parce que nous ne sommes pas en guerre froide, parce que la guerre froide s'est terminée depuis 1990, et parce que si on ne parle pas avec Poutine, on ne trouvera jamais les clés du problème et du conflit ukrainien. Parce que pour une raison géographique, historique et culturelle, il se trouve que l'Ukraine est à peu près coupée en deux, entre une partie à l'est tournée vers la Russie et une partie à l'ouest davantage tournée vers l'Europe. Voilà. Donc il faut parler évidemment avec la Russie, en parler avec aussi de manière respectueuse dans les deux sens. On ne doit pas s'invectiver, s'envoyer des... Parce qu'à ce moment-là, on coupe le dialogue. Est-ce qu'il faut lui livrer les Mistral ? Oui, on doit livrer les Mistral déjà, parce que pour une raison de finances publiques françaises, tout simplement, parce que je n'ai pas envie qu'on perde des milliards d'euros, qu'on paye des milliards d'euros de sanctions, et en même temps, pour une raison de crédibilité internationale. Parce qu'évidemment, on perdra d'autres contrats si on montre qu'on n'est pas capable d'honorer notre propre signature. Je veux dire, en même temps, on ne parlerait pas avec Poutine pour quelle raison ? Une raison morale ? Bon, à ce moment-là, il faut arrêter de parler avec le roi d'Arabie Saoudite, et avec l'émir du Qatar, parce que ce sont des régimes qui sont extrêmement terrifiants pour le coup. Et avec cela, il faut continuer à parler. Où on lapide les femmes, ouais. où on met en esclavage des enfants, où on ne respecte aucune règle vis-à-vis des minorités, etc. Voilà. Donc je veux dire, les leçons de morale à deux vitesses montrent qu'il y a un loup, que ça n'est pas, que la morale n'est pas la vraie raison derrière tout cela, que ce sont des intérêts autres, et notamment la volonté en France d'être le petit doigt sur la couture du pantalon concernant eh bien, nos relations avec la Russie. Il faut obéir à Washington. Washington veut la guerre froide avec la Russie. Donc la France, servile de Sarkozy et de Hollande, le fait. C'est ce que nous a dit Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. Eh ben, il dit des choses parfois intelligentes quand il nous rejoint. Ok. Romain Masneau, RCF. Quand Jean-Claude Juncker évoque la création d'une armée européenne pour montrer aux Russes que nous sommes sérieux sur la défense de nos valeurs, j'imagine que ça vous fait hurler. L'Europe, c'est la paix. Hein. Florian Philippot. C'est bien, l'Europe, c'est la paix. Il faut créer une armée européenne pour aller pointer les missiles sur la Russie. Bravo, le projet européen de paix qu'on nous a vendu, comme la paix en ce moment qu'on est en train de créer entre l'Allemagne et la Grèce, où la Grèce menace d'envoyer ses terroristes en Allemagne, etc., etc. On voit bien que ce système-là, il crée la guerre et les tensions entre les nations, ce système européen qui est devenu fou. Bon, première chose. Deuxième chose, une armée est liée à une souveraineté. C'est l'instrument d'un État et d'une souveraineté, l'instrument d'un peuple. Nous nous battrons donc avec force contre tout projet d'armée européenne, déjà parce que ça n'aurait pas de sens. Qu'aurait-on fait en 2003 lors de la guerre en Irak ? Puisque la moitié de l'Europe voulait y aller, l'autre moitié ne voulait pas y aller. On aurait coupé un éventuel porte-avions européen en deux, une partie vers l'Irak, l'autre partie non. Bon, on voit bien que ça n'a pas de sens parce que nos intérêts stratégiques et géopolitiques sont parfois divergents entre nations européennes. Et deuxièmement, je n'ai pas envie que la Commission européenne ait à sa disposition une armée. Parce que vu son appétence à lutter contre la démocratie et la volonté populaire, si demain elle a les moyens militaires contre les peuples, je ne sais pas ce qu'elle en fera. Et toujours sur l'Europe, depuis le début de l'émission, vous n'avez pas parlé de ce qui était un de vos leitmotifs il n'y a pas si longtemps, c'est la sortie de l'euro. Est-ce que c'est parce que les Français, dans leur grande majorité, n'en veulent pas ? Florian Philippot. Juste pour finir ce que je disais, je n'ai pas envie un jour d'un coup de Paris, vous voyez, comme il y a eu un coup de Prague. Si un jour la France décide de changer de majorité et de tourner le dos aux institutions européennes pour une Europe des nations libres et souveraines, je n'ai pas envie que la Commission nous fasse un coup de Paris. Sur la sortie de l'euro, Alors, vous êtes toujours favorable à la sortie de l'euro ? Oui, bien sûr, plus que jamais. Quand on voit ce qui se passe en Grèce, surtout. Quand on voit que, à cause du maintien dans l'euro, la Grèce est obligée de trahir tous ses engagements, ne peut rien faire, ne peut pas changer une seule goutte de la politique d'austérité qui a été mise en place de manière dramatique et sans aucun résultat d'ailleurs sur la dette et les déficits, eh bien nous disons, la clé, elle est bien là. Un pays qui ne maîtrise pas sa monnaie et son financement de l'économie donc n'est pas libre. Donc vous ne craignez pas l'effondrement de l'économie ? Absolument pas. L'effondrement, il est maintenant. L'effondrement, il est à cause de l'euro. La seule zone dans le monde qui a fait la zone qui a fait le moins de croissance dans le monde depuis la création de la monnaie unique, c'est justement la zone euro, par rapport aux pays européens en dehors de l'euro notamment, qui s'en sortent beaucoup mieux. 95% des pays du monde ont une monnaie nationale. Donc l'anomalie, c'est l'euro. Voilà. L'exception malheureuse, c'est l'euro. Si la France n'est pas capable de gérer sa propre monnaie, alors que 95% des pays du monde, dont la plupart sont quand même moins riches et moins puissants que la France, en sont capables, c'est qu'on n'a vraiment plus confiance en nous. Si vous accédez au pouvoir, Florian Philippot, la Constitution vous donne accès à l'article 16, donc au pouvoir exceptionnel. Est-ce que vous envisagez son application pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui sont des mesures fortes que vous venez d'évoquer ? Est-ce que vous pensez aller jusque-là ? Non, cet article doit être maintenu, mais nous procéderont par les voies classiques, habituelles, parlementaires. Parlementaires. Bien sûr, bien évidemment. Cet article doit être utilisé en cas de crise grave. Il faut qu'il existe. Il a failli être utilisé, je crois, une fois. Il a été utilisé une fois. Il a été utilisé, oui, assez partiellement. Mais si vous sortez de l'euro, vous ne craignez pas une menace crise sur une grave. deuxième fois, il me semble. Si vous sortez de l'euro, comme on vient de le dire, vous ne craignez pas une crise grave. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je pense que plus on continuera dans ce système délétère à aller jusqu'au bout, à essayer de sauver une monnaie, quand même, mettre l'économie au service de la monnaie. Il faut quand même réfléchir à cette phrase. On marche sur la tête. Normalement, c'est l'inverse. On met la monnaie au service de l'économie.
Bon, sinon on est dans le dogme et l'idéologie pure. Ça n'est jamais bon, l'idéologie pure, ça mène au désastre. Donc non, nous le ferons par les voies normales, par la voie référendaire aussi. Sur beaucoup de sujets, nous remettrons le référendum au cœur de la vie politique française. Sur quel sujet, par exemple ? Des grands sujets sur, je ne sais pas, la souveraineté française, Schengen, notre appartenance à l'Union européenne, la question des services publics, des questions de société. On peut imaginer beaucoup de référendums. S'il y a des sujets de société qui divisent, je ne sais pas si un jour il y a un vrai débat sur l'euthanasie, on peut poser cette question-là, par exemple. Bon, voilà, c'est un exemple. Mais le référendum, oui, au cœur. Et puis créer un vrai référendum d'initiative populaire en France à partir de 500 000 signatures au niveau national, comme ça existe en Italie ou comme ça existe en Suisse. Ça fait revivre la démocratie parce qu'aujourd'hui, on suffoque. Il n'y a plus suffisamment de respiration démocratique. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, pour revenir à l'international, Marine Le Pen a semblé saluer au début le succès des nouveaux dirigeants grecs. Finalement, ceux-là ont mangé leur chapeau. Enfin, ils sont venus... La Troïka est revenue. Non, on a toujours soutenu politiquement, nous avons toujours soutenu politiquement la victoire de Syriza sur un raisonnement très politique, nous disant il y aura un débat en Europe et en France, ce qui nous intéresse, politique sur l'euro, sur l'austérité, sur les politiques de l'Union européenne, si Syriza l'emporte. Parce que si Syriza ne l'emporte pas, c'est la continuité, on referme le couvercle, chape de plomb sur le débat et on parle de rien. Syriza a gagné, ce qui fait qu'il y a eu ce débat. Alors la preuve, on est en train d'en parler, qui n'aurait pas eu lieu sinon, tant mieux, tout ce qui fait progresser le débat, on est preneur sur ces questions-là. Et maintenant, nous avions dit aussi, si Syriza s'acharne à vouloir rester dans l'euro, ils trahiront très vite leurs engagements. Vous pouvez reprendre les enregistrements de l'époque, on disait précisément cela, et c'est précisément ce qui se passe. C'est une sorte, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passerait si certains eurosceptiques, soi-disant, du PS, de l'UMP, ou si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir, c'est-à-dire tous ces gens qui vous disent qu'on peut changer l'Europe sans rien changer en réalité, sans retrouver la souveraineté nationale, ni la monnaie, ni le budget, ni rien, étaient au pouvoir en France, il ne se passerait rien. Il se passerait qu'ils trahiraient leurs promesses en moins de 3 semaines. Une toute dernière question de Laurent de Boissieu. Aux européennes, le FN était en tête l'année dernière. Au départemental, le FN peut-être être en tête, ce qui crédibilise, sur le plan tout le moins arithmétique, la possibilité que Marine Le Pen soit au second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il ne lui manque pas une expérience gouvernementale pour être crédible, pour être président de la République en 2017 ? Florian Philippot. Je ne pense pas du tout. Je rappelle que président de la République, c'est un poste très particulier. C'est la rencontre entre un homme ou une femme et la nation et le peuple français. Et si vous voulez avoir une expérience gouvernementale dans un gouvernement désastreux qu'on a connu depuis 20 ou 30 ans, je pense que ce n'est pas forcément positif. Voilà. Ça vous donne, à mon avis, de bien mauvaises manières et de bien mauvaises habitudes. Marine Le Pen, c'est une élue, par ailleurs. Élue locale, élue régionale, élue du Parlement européen, donc elle connaît bien ces dossiers-là. Et surtout, si vous voulez, elle a les compétences, elle a les convictions et elle a les compétences. J'en donne simplement une preuve, parce qu'il faut regarder, le passé est souvent plus intéressant que les déclarations d'intention. En 2012, campagne présidentielle, chacun chiffre son projet, sur des hypothèses de croissance économique, bien sûr. Les nôtres sont 0% de croissance en 2012, 0% de croissance en 2013. C'est exactement ce qui s'est passé. Les hypothèses de croissance de François Hollande et Nicolas Sarkozy, candidats, c'était 1,5% en 2012, 2% en 2013. Donc ils ont prouvé là leur incompétence. Voilà, c'est une preuve. Donc, Florian Philippot, votre dernier mot. Vous y croyez, vous, à l'accession de Marine Le Pen ? Oui, j'y crois. J'y crois de plus en plus. Et je vais vous dire, je pense que le grand changement par rapport à il y a 1 an, c'est que c'est rentré dans le champ des possibles. Que beaucoup maintenant de Français, d'observateurs, y croient. Et alors pour certains, ça les angoisse la nuit, comme M. Valls. Mais pour beaucoup de Français, les cauchemars de Valls sont un rêve et sont une espérance. Et je crois qu'on a besoin d'espérance dans la vie politique française. On a besoin de recroire en quelque chose, de se dire qu'on peut s'en sortir malgré tout, que nos enfants pourront s'en sortir, nos petits-enfants aussi. Et oui, j'y crois, je crois que c'est faisable et que la France a vraiment envie de revivre, de renaître et en coopération avec le monde entier, de montrer qu'elle est la France. Et vous comprenez que le FN peut faire peur à certains Français d'origine étrangère ? Peut-être à la peur. Eh bien, si certains ont encore peur, parce qu'ils écoutent les discours mensongers de nos adversaires ou d'une certaine presse, ils se trompent. Et j'ai envie de leur dire, au contraire, on vous considérera, vous, enfin, comme des Français, on arrêtera de vous mettre dans des cases, comme le font les responsables politiques aujourd'hui, qui vous ramènent toujours à vos origines, qui parlent de communauté, qui parlent de minorité, qui vous méprisent, dans le fond, qui vous voient comme de la chair à canon électorale.
eh bien nous, on vous respectera comme Français. On Très bien. vous promet l'assimilation nationale et républicaine. Ça, c'est magnifique. Ce sera votre dernier mot. Merci à vous, Florian Merci. Philippot, vice-président du Front National. Vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Le prochain invité la semaine prochaine sera Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.